Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, avec au programme aujourd'hui un sujet qui va déchaîner les foules. Ça va déchaîner les foules dans le podcast, mais aussi dans les commentaires, j'en suis certain. On va essayer de faire un power ranking des quarterbacks en s'inspirant de celui qui a été fait par CBS. On y reviendra dans quelques secondes, puisque celui de CBS a été énormément commenté. Donc on va voir un petit peu ce qui va pas. On va proposer nous aussi notre top quarterback, chacun des participants à cette émission. Ça risque, comme dirait l'un des invités que je vais vous présenter dans quelques secondes, on risque de pas se faire que des amis ce soir, mais sache qu'on vous aime tous. Voilà, je tiens à le dire. Vous, fans des 32 franchises NFL, on vous aime, sachez-le. Pour être avec moi et pour parler donc de ce power ranking des quarterbacks, mais aussi après de l'actu NFL, parce qu'on a des amorces de calendrier. Alors, quand vous écouterez ce podcast, vous aurez le calendrier complet qui sera sorti sur The Free Agent, mais nous, on n'a que les amorces au moment où on enregistre. On parlera aussi des contrats, notamment de celui de Jared Goff qui a été signé cette semaine. Pour parler de tout ça avec moi, on accueille deux membres de TFA. D'abord, mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux à nouveau très heureux d'être là. Et en effet, tu l'as bien dit, je sens qu'on va pas se faire que des amis. Il y a encore des gens qui vont aller dans les commentaires pour dire oui, Seb, il a dit que machin, c'était une pompe à vélo et tout. Bon, on se calme. Je vais dire aussi ce que je pense clairement de ce power ranking qui sort un peu de l'espace. Voilà. En parlant de power ranking qui sort de l'espace, vous n'êtes pas encore prêts, mais vous allez en avoir un qui va sortir de l'espace. C'est celui qui va nous proposer Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir Seb, bonsoir Mathieu. Écoute, ça va bien. Bonsoir à tous les agents libres qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Ouais, un petit power ranking qui sort de l'espace, mais ça fait parler, ça fait polémiquer, ça fait beaucoup de discuter, tout ça. Donc j'ai hâte de pouvoir justement justifier mes choix devant l'auditeur. Et celui, alors Bertrand nous a spoilé un petit peu, mais celui que vous retrouvez sur Instagram, sur TikTok, le meilleur créateur de contenu sur le c'est exagéré. Ouais, presque, mais à peine, si peu. Et en plus, c'est un excellent joueur à Madden pendant ses lives TikTok que j'ai plaisir à venir embêter de temps en temps. Et des fois, il prend les Saints, donc ça lui donne une qualité supplémentaire. C'est mon Nathieu. Salut Nathieu, comment ça va ? Eh bien, salut Flav, salut Seb, salut Bertrand. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Alors, que de gentillesse, merci. Un petit peu exagéré, hein, un peu comme le power ranking qu'on va regarder. Mais en tout cas, voilà, on est quand même là pour débriefer un peu ça, donner notre avis. Et évidemment, les avis, ça n'engage que nous. Hein, voilà, c'est comme les goûts et les couleurs. Donc, on va quand même essayer de garder des amis. Voilà, on va essayer d'en garder quelques-uns. Amis des Chiefs, restez là. On devrait mettre Mahomes assez haut. Attendez, je vais chercher mon objectivité. Amis des Giants, on parlera de vous aussi. Voilà, sachez-le. Petite pastille. Oh oui, il y aura une pastille, mais ce sera une grosse pastille, une Vichy. Je tiens, juste avant qu'on commence ce podcast, à saluer d'abord Damien qui a été avec nous ces dernières semaines et qui malheureusement pour des raisons de santé ne peut pas être avec nous pendant plusieurs semaines. Donc on pense fort à lui, et aussi à Prince qui tient le compte Denver Broncos France, qui a subi une perte dans sa famille. Donc voilà, on lui assure tout notre soutien et toute notre solidarité dans cette épreuve. Voilà, on leur dédicace à tous les deux cette petite émission qui leur apportera peut-être un peu de soutien dans ces moments difficiles. On commence donc avec ce power ranking, ce fameux power ranking. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est donc CBS, nos amis de CBS Sport, qui ont lancé, comme ça, venu de nulle part, on ne sait pas pourquoi, sûrement une réunion NFL qui s'est mal passée dans le bureau de CBS. Ils ont décidé de nous sortir leur power ranking des quarterbacks. Et là, alors je vais vous donner le top 10 quand même, qui a été fait. Sur le top 10 qui a été donné des quarterbacks CBS, on commence. Donc le premier quarterback choisi, bon, sans trop de surprise, c'est Patrick Mahomes. Ça, jusque-là, bon, voilà. Nous, on donnera le nôtre après. Patrick Mahomes en 1, Brock Purdy en 2, Josh Allen en 3, Joe Burrow en 4, CJ Stroud en 5, Lamar Jackson en 6, Jalen Hurts en 7, Dak Prescott 8, Justin Herbert 9 et Jordan Love en 10. Voilà, ça c'est le classement CBS. Avant qu'on rentre dans tout
les arcanes de ce classement. Première question pour toi, mon Seb. Est-ce que déjà ces power rankings, c'est quelque chose que tu apprécies? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves utile ou est-ce que c'est juste du bad buzz en fait? À ce moment de la saison qui, je le rappelle, est loin d'être lancée, moi je trouve que surtout ça sert à CBS pour faire du clic et pour faire parler. J'ai envie de dire que de ce point de vue-là, ça marche. La preuve, On en parle. on en parle. On en parle. Nous aussi, on a fait l'émission pour faire du clic. Hein. Mais nous ne faisons que Abonnez-vous. ça. C'est tout. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Le réflexe du professionnel de nature est bien. Non, voilà. Moi, je me pose vraiment des questions sur alors, l'utilité, pourquoi pas, pour Zoé Père, mais il y a une question de cohérence sur laquelle je reviendrai certainement plus loin dans dans notre podcast, parce qu'il y a certains points qu'on va évoquer qui, moi, me semblent très étranges. Ça sert surtout à faire parler à ce moment-là de la saison. C'est quand même ça devient beaucoup plus pertinent quand tu as déjà quelques matchs sous la ceinture. Même dès que la première journée est terminée, à la rigueur, pourquoi pas? Ok, c'est un power ranking de première journée, mais ça peut te donner une physionomie. Là, à ce moment-là de la saison, je trouve que c'est vraiment pour faire parler. Toi, Mathieu, c'est la même chose pour toi? C'est quelque chose que tu regardes de loin ou que tu regardes même pas, peut-être d'ailleurs? Ah bah, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sébastien, c'est totalement ça, c'est pour faire parler. Honnêtement, voilà, au pire, comme il a très bien dit, le premier match pour se faire une petite idée, mais il faut au moins, moi je pars toujours du principe de 4-5 semaines pour dire ok, ça va vraiment être ça, et encore, tout peut arriver, les blessures et j'en passe. Mais là, pour le moment, oui, c'est juste pour faire parler. Voilà. Bon, bah, ça a réussi. Parce qu'en tout cas, ils en ont parlé. Bertrand, tu as quelque chose à ajouter de plus ou pas? Oui, on peut se poser la question du bien fondé de tout ça au final. Après, je pense que c'est au-delà de dire oui, on balance un classement pour dire de faire du clic, c'est aussi pour eux donner leur avis, mais c'est plutôt aussi autant ils donnent leur avis, mais je veux dire, c'est sensé et raisonnable. Bon, pour le coup, on pourrait dire c'est bien fait, mais c'est vrai qu'il y a quelques pépites dans ce classement qui laissent pantois. Et le problème, c'est que comme tout power ranking, nous aussi, on a fait pendant 2 ans, je crois, des power rankings toutes les semaines. Le problème même du power ranking, c'est que c'est subjectif. C'est-à-dire que tu n'as pas une méthodologie où on va te dire, voilà, c'est pris sur les performances, sur les statistiques, on en parlera tout à l'heure avec les rookies, mais là, c'est un classement, c'est la personne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est signée du nom du journaliste qui l'a fait, et non pas de toute la rédaction CBS Sport. Hein. Voilà, qu'est-ce que lui pense, quel est le classement des 32 quarterbacks qui vont partir en week 1 cette année? Mais à côté de ça, c'est entièrement subjectif. Peut-être tu peux plus apprécier le jeu d'un que l'autre, peut-être il y a un autre journaliste qui va se pencher plus sur les statistiques que sur l'impression de jeu. Voilà, ça reste totalement subjectif, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté, nous, de faire les power rankings, parce que ça amenait plus de discussions stériles qu'autre chose. Tu allais toujours avoir quelqu'un qui allait te dire mais pourquoi nous on est 14e alors qu'on devrait être 11e, pourquoi nous on est 3e alors qu'on devrait être 6, c'était ça toutes les semaines, et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça qu'on a décidé d'arrêter le power ranking. Mais on y revient pour nos quarterbacks, et la première chose qui a fait parler, et là je veux l'avis de Seb, parce que nous aussi, quand on a reposté le power ranking, les commentaires principalement se sont concentrés sur une personne, Brock Purdy. Il est numéro 2 dans le classement CBS, dans le power ranking CBS. Il est numéro 2 derrière Patrick Mahomes. Et c'est celui qui a concentré la plupart des commentaires. Assez bizarrement, parce que Brock Purdy, c'est quand même le quarterback qui a emmené les 49ers au Super Bowl la saison dernière. La semaine dernière, non, pas encore, la saison dernière. C'est quand même un quarterback qui, il y a 2 ans, certes avec les blessures, mais est arrivé au poste de titulaire, mais a su y rester aussi. C'est un quarterback à qui on n'a pas grand-chose à reprocher jusque-là. Alors pourquoi cette haine envers Brock Purdy, mon cher Seb? Alors, cette haine, je me l'explique pas. En ce qui concerne son classement dans le power ranking, je vais vous faire ça en 2 parties. Mode objectif on. Premier Mahomes, deuxième Purdy, les 2 quarterbacks finalistes du dernier Super Bowl, le vainqueur et derrière le perdant. Pourquoi pas? Si on prend ça comme critère, je peux l'expliquer. Bon, ça, c'est la fin, je préviens, c'est la fin du mode objectif. Mode subjectif, on. Je suis désolé, messieurs, mais Purdy, c'est le 5e passeur de la ligue, 3e en nombre de TD lancés, 113 de rating, 1er en yards par passe complétée,
4e en pourcentage de complétion. Put some respect on his name. Voilà. Alors, bien sûr, on me dira, oui, mais c'est facile quand on a Brandon Ayuk et Christian McCaffrey. Et s'il était aux Cardinals, il ferait pas ça, Il n'est pas aux Cardinals. Ils avaient qu'à le prendre. Ils avaient le temps de le prendre. Moi, je me demande, on va faire un peu dans l'hyperbole. On n'a jamais reproché à Tom Brady d'avoir Rob Gronkowski. Je ne crois pas qu'on reproche à Dak Prescott d'avoir CeeDee Lamb. On ne reproche pas à Mahomes d'avoir Kelsey non plus. On ne reproche pas à Mahomes d'avoir Kelsey, d'avoir Rashid Rice, non, peut-être qu'il ne l'aura plus, mais parce qu'il aura une tenue orange à la place du rouge. Ça va faire long pour lancer le ballon. Ah ouais, ça va faire loin. Je sais pas où est le pénitencier à Kansas City, mais je pense qu'il est loin du stade. Mais voilà, je comprends pas ce... Tiens, voilà, ça serait un first round de draft, Purdy, on n'aurait pas ce type de commentaire. Et oui, et c'est ça, Bertrand. Est-ce que le problème, c'est pas justement qu'il a été choisi si loin et quelque part, ce qu'on valorise chez Tom Brady, en disant oui, c'est un choix qui a été fait très loin dans la draft et finalement qui est devenu l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur, on pourra faire ce débat 50 ans. Ce qu'on valorise chez Tom Brady, finalement, c'est un peu ce qu'on reproche à Brock Purdy. Oui, c'est tout à fait ça. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Seb. On a eu d'autres émissions l'année dernière, durant la saison, où j'avais dit justement que Brock Purdy, c'était vraiment la bonne révélation, enfin plus que révélation à ce moment-là, mais par rapport à ses stats, par rapport à ce qu'il fait sur le terrain. Comme il a dit, on ne reproche pas à d'autres quarterbacks d'avoir tel ou tel receveur à ses côtés. Oui, moi, ce que je vois aussi par rapport à ce power ranking ou le système américain, c'est que les Américains sont très attachés à ceux qui ont été choisis à tel niveau ou à tel niveau de draft, et qu'en fonction de ça, on va dire, ils vont être plus privilégiés d'être dans les premières places qu'un qui va être monsieur irrelevant et qui va être pris dans les derniers. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et après, oui, au final, c'est un peu le délit de sale gueule du fait qu'il a été pris en dernière position ou dans les derniers et qu'il réussit pas, il réussit bien, et qu'au final, on se dit, mince, il réussit mieux que prévu. Et maintenant, oui, il est positionné deuxième. Non, il a tout à fait sa place là où il est. Il a les stats qu'il faut, peu importe les joueurs qu'ils ont à côté d'eux. D'autres équipes aimeraient bien avoir des receveurs ou des tight ends qui sont performants pour pouvoir faire réussir leur équipe. C'est le but de chaque franchise, de toute façon. Au final, ils se cassent assez la tête au niveau des salary cap ou des choix de draft, etc., pour être les meilleures équipes. Là, Brock Purdy, il a ce qu'il faut quand il faut. Il faut réussir à le faire. Il réussit bien à le faire. Il mérite cette seconde place pour moi. Mon nature, on est d'accord que si Brock Purdy il est là, on l'a dit, il est bien entouré, mais c'est aussi parce que lui sait faire bien jouer les mecs autour de lui. Sinon, il n'en serait pas là. T'emmènes pas une équipe au Super Bowl par hasard non plus, quand même. Oui, bien sûr. Alors après, c'est vrai que j'avoue, moi, je suis un peu dans la team de oui, mais s'il avait été dans une autre équipe, ça serait pas ça. Ah voilà, tiens, il va y avoir de la bataille avec Seb. Mais la bagarre. Mais Hier, Arthur. dans tout, il y a aussi de la chance. Effectivement, il est tombé dans la bonne équipe, mais aussi il a donné du sien, comme l'a très bien expliqué Seb, au niveau des passes, au niveau des statistiques, tout ça. Et au final, là où il est, c'est pas anodin. Mais si je prends la qualité du joueur en lui-même, je trouve quand même qu'il y a d'autres quarterbacks qui sont au-dessus. Des quarterbacks qui sont peut-être pas dans sa situation, qui seraient, s'ils étaient dans sa situation, seraient sûrement encore beaucoup meilleurs. Mais bon, c'est pour ça que c'est un peu compliqué les power rankings. Voilà, pour moi, Brock Purdy, c'est pas le numéro 2, mais si on part effectivement de ce que tu disais très bien, il est arrivé au Super Bowl, il n'a pas volé sa place, il s'est battu, parce qu'on se rappelle quand même qu'avant il y avait Trey Lance, qui lui n'a pas réussi à prendre sa place on va pas revenir sur l'histoire, mais voilà quoi, il n'est pas arrivé là par hasard, il mérite sa place, mais quand même. Et il est arrivé une fois au Super Bowl, et la fois d'avant, il faut rappeler que la saison d'avant, il y a quand même sa blessure en finale de conférence. Bien sûr. Il aurait même pu faire 2 Super Bowls en 2 ans, possiblement. C'était pas très beau. C'était irréalisable. Oui, Bertrand. Et tout dépend aussi dans quel style de jeu, style de playbook offensif tu es. Avec Kyle Shanahan, évidemment, il joue d'une certaine façon qui ne permet ça a très bien matché. C'est ce qu'on lui reproche, c'est le fameux quarterback de système. Après, le souci, c'est qu'ils peuvent pas tous être des Lamar Jackson ou des Justin Fields qui vont courir, être des quarterbacks qui vont courir, etc. Il faut aussi des joueurs comme Eli Manning a été, même si on peut dire que c'est un quarterback qui est dépassé aujourd'hui par rapport au Je ne style sais de pas. jeu. De qui parle-t-il
Ou comme Brock Purdy, et tu as besoin de ce genre de quarterback, et c'est tout le système de jeu qui va faire qu'il va réussir. Brock Purdy ne vole pas sa place, alors peut-être, peu importe, 2e, 3e, 4e, 5e, je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, à un moment donné, il est dans l'élite des 32 quarterbacks de franchise qui réussissent, c'est pas pour rien. Donc après, son 2-5, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il mérite largement d'être là où il est, c'est sûr et certain. Après, combien de fois dans l'histoire du sport en général, il y a eu des grands noms, des grands champions qui ont été la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Voilà. Très souvent, c'est aussi une question d'alignement de planète. On va reprendre l'exemple de Tom Brady, tant qu'à faire dans l'hyperbole, autant prendre le sommet. Je rappelle, Brady, effectivement, il est drafté très tard, et il faut se rappeler que devant lui, à l'époque, à New England, il y a un très bon quarterback, c'est Drew Bledsoe. Drew Bledsoe qui a déjà remporté un Super Bowl avec les Patriots, et il se blesse en milieu de championnat. On fait sortir Brady du banc, et il prend la place. Il a une opportunité, il la prend, et ça clique avec Belichick, avec les joueurs qui sont autour de lui. Donc, je vois pas pourquoi, effectivement, on reprocherait ça à Brock Purdy. Et puis même... Comme Purdy l'a fait, d'ailleurs. Exactement ça qu'on reproche à Brock Purdy. Ou un Kurt Warner qui n'a jamais été drafté et qui finit au Hall of Fame. Donc, effectivement, c'est curieux que ce qu'on valorise chez certains, on le dévalue chez Purdy. Oui, Mathieu. Après, je pense que c'est pas que ça, c'est parce que effectivement, tu vas avoir les fans de Josh Allen, de Joe Burrow, de tout ce que tu veux, qui eux préféraient avoir leur quarterback à cet endroit-là. Bon, les pires, c'est ceux de Joe Burrow. C'est principalement ça. Et oh. Allez, ça commence. Ça aura mis un quart d'heure. On va parler de Carr tout à l'heure. On va même pas parler de Derek Carr, non, puisqu'il est au fond du classement. Il y en a qui sont plus au fond du classement que lui, d'ailleurs. Oui, mais ceux-là, on le va Bouge pas. Sois pas pressé, mon Bertrand, on y arrive, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, mais deux questions très rapides, Seb, parce que c'est intéressant. Est-ce que pour toi, c'est de la fiction, hein, c'est de la NFL fiction, mais si jamais Brock Purdy était, par exemple, chez les Raiders, chez les Cardinals, est-ce qu'il réussirait? Non, pas sûr, parce que tiens, pour prendre ces deux exemples des Cardinals et des Raiders, c'est deux organisations qui sont quand même très défaillantes à plein de points de vue. J'aurais dû dire les Giants juste pour que tu dises que c'était défaillant. Mais en termes d'organisation, ça a du mal à se trouver. Les Raiders, historiquement, en termes d'organisation, c'est assez rock'n'roll pour dire les choses, pour parler un petit peu par euphémisme. Donc non, pas sûr. Une fois de plus, la bonne personne au bon endroit au bon moment. San Francisco, il est dans un environnement qui est stable, qui s'est stabilisé depuis une bonne grosse dizaine d'années. Ça n'aurait peut-être pas marché ailleurs. Donc c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a des joueurs qui intrinsèquement sont bien meilleurs. En termes de talent pur, on ne va pas le comparer à Lamar Jackson. Je suis d'accord. Mais les résultats sont là. Et question renversée, si j'ose dire, est-ce que sans Brock Purdy, les 49ers seraient allés au Super Bowl? Parce qu'on nous a dit dans les commentaires, oui, mais regardez, Jimmy G aurait fait aussi bien, par exemple. Mais oui, Garoppolo les a déjà amenés au Super Bowl. Garoppolo, on l'envoie aux Raiders et puis voilà. Mais une fois de plus, Garoppolo, ça n'a jamais... là aussi, il y a eu un moment, j'ai eu du mal à comprendre comment certains ont pu voir en lui un incroyable génie tactique. Non, c'était un solide pro qui faisait bien son job, qui était dans un environnement où on lui demandait de ne pas perdre les matchs, en fait, de ne pas les prendre à son compte, et ça lui allait parfaitement bien. Purdy, lui, a pu faire... Après, Garoppolo, néanmoins, grâce à lui, on se soit rendu, quand il fallait y aller, il y allait, quoi. Il s'imposait en patron quand il le fallait. Mais c'était pas forcément ce qu'on lui demandait. Le jeu reposait sur le collectif et pas sur des exploits individuels. C'était du football. Mais effectivement, tu vois, l'exemple de Garoppolo, il est très parlant. Il part dans une organisation qui est plus défaillante comme celle des Raiders. Et ça marche absolument pas. On pourrait même citer Alex Smith, qui est passé par les Niners et qui a connu l'enfer pendant, je crois, 6 ou 7 ans, où il a connu 6 coordinateurs offensifs différents. Comment veux-tu développer un quarterback dans ces conditions? Et ça a commencé à fonctionner quand est arrivé Jim Harbaugh, c'est-à-dire quelqu'un qui a posé un cadre et quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, avant d'en venir au fond du classement, nous allons y venir au fond du baril, mon cher Bertrand, ne sois pas si pressé. Nous allons quand même donner
le top 5, notre top 5. Alors, il y a des vidéos qui sont en préparation du côté de TF1 avec les top 10 de quarterback, running back et receveur, je crois, Charles va faire. Mais on va nous donner notre top 5 à nous, notre power ranking à nous. Je vais donner, bien sûr, la primeur à notre invité, à Mathieu, qui va nous donner son top 5 avec Joe Burrow en numéro 1, 2, 3, 4 et 5. On t'écoute, Mathieu. Alors non, je vais être objectif parce que même si voilà, on le sait, j'adore Joe Burrow, il n'y a pas de souci, mais je vais être honnête. Non. Et non, pas forcément, tu vois. Mais non, le premier c'est Patrick Mahomes. Pour moi, c'est incontestable. Dire qu'il n'est pas top 1, c'est un peu mentir. Voilà, c'est manquer d'honnêteté. Donc top 1, Patrick Mahomes. Numéro 2, là effectivement Joe Burrow. Voilà, juste Joe Burrow, je pense que j'ai rien de plus à dire. Ensuite, je mettrai en 3e position Josh Allen, même s'il y a des moments où il me fait un petit peu peur dans son jeu. Ensuite, Justin Herbert, là on parle vraiment en talent pur. Maintenant, il faut voir comment ça va évoluer avec les Chargers, ce que ça va donner. Là c'est vraiment un top 5, voilà, talent pur. Je remets un peu le contexte quand même. Et après, pour le 5, là, ça a été un peu compliqué pour moi, mais là, je mettrais Lamar Jackson. Parce que Lamar Jackson, même si je trouve voilà, qu'il a beaucoup de talent, il est à la passe. Pour moi, c'est pas encore ça. Et pour moi, le jeu de passe est important. Mais voilà, c'est mon avis. Je vais reprendre mon classement. Je crois qu'on n'est pas très loin. Alors moi, j'ai mis Patrick Mahomes en 1, Joe Burrow en 2, Josh Allen en 3, donc on a le même top 3. Lamar Jackson en 4 et CJ Stroud en 5. Voilà. Pour moi, c'est mon classement à moi. Seb, ton classement. Alors, j'ai mis également Patrick Mahomes en premier. C'est vraiment le choix, pas par défaut, mais comme l'a dit Mathieu, ne pas le mettre au premier, c'est quand même se voiler un petit peu la face. J'ai pas d'amour ni de haine d'ailleurs particulière envers les Chiefs, mais c'est tout de même difficile de ne pas mettre un double champion, un back-to-back champion surtout, en numéro 1. En deuxième, j'ai mis Lamar Jackson, le MVP de la saison passée. En troisième, j'ai mis Josh Allen. Effectivement, un joueur qui prend beaucoup de risques, mais quand ça paye tellement fort que voilà, moi j'adore ça. Mon top 5 n'est absolument pas objectif, je tiens à vous le dire. Vous allez on n'a pas encore entendu Joe Burrow. Non, mais sois pas impatient comme ça arrive. Il est 32e. On t'avait dit qu'on parlerait du fond du baril après. En quatrième, Joe Burrow. Voilà, Mathieu est content. Même si, effectivement, moi, je pose quelques petits doutes sur son état de santé, parce que le pauvre a vraiment souffert l'année dernière. Il a une saison qui a été véritablement tronquée, et ça ne me rassure pas pour lui, même si je lui souhaite évidemment de rebondir. Et en cinquième, et en toute objectivité, j'ai mis Brock Purdy, parce que c'est mon top 5. Voilà. Et voilà, et je fais ce que je veux. Alors, messieurs, dames, nous en sommes donc à 23 Nous en sommes à 23 minutes dans ce podcast, et je vais vous demander à tous d'arrêter ce que vous faites présentement. Si vous êtes sur la route, garez-vous. C'est une question de sécurité publique. On ne veut pas d'accident. Mettez les warnings et arrêtez-vous. S'il y a des enfants pas loin de vous, bouchez-leur les oreilles. Si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous. Enfin, bref, arrêtez tout ce que vous faites pendant 3 minutes. Parce que Bertrand va vous donner son top. Et là, j'ai pas la position de PLS. C'est un voilà. de sécurité, vous pouvez trouver sur Internet des documents, il n'y a pas de souci. Si vous êtes un peu cardiaque, peut-être prévenez quelqu'un de la famille qui pourrait venir vous secourir dans quelques instants. On ne sait jamais. Bertrand va nous lancer son top, et je crois que je n'ai rien d'autre à dire que vas-y l'artiste, la piste est à toi. Alors, puisque tu me donnes l'opportunité de m'exprimer, je vais remettre dans le contexte quand même, le moment où c'est arrivé du choix de notre classement. Je reprends les mots de notre cher boss qui nous demande, si possible, de faire un top 10 en vue de la saison prochaine. Je rappelle qu'il habite dans le Nord-Pas-de-Calais, Bertrand, pour donner mais toi aussi d'ailleurs, Flav. C'est pour ça que je me permets. Voilà. Et donc, notre boss nous demande le top 10 en vue de la saison prochaine. Mais je vois ça en
entre deux dans notre messagerie interne. Et inévitablement, je n'ai pas eu le contexte du power ranking. Donc, je lui donne mon top 10 de ce que moi je pense dans un collectif global de franchise et qui risque de réussir et de quarterback qui. Mais même comme ça, c'est pas ça. Non, si, justement. Moi, je vais argumenter. Je vais pouvoir argumenter. Ça fait beaucoup de mots pour excuser l'inexcusable. Non, du tout. C'est pour ça que j'aime bien justement que je puisse m'exprimer, parce qu'au final, je vais pouvoir argumenter tout ça correctement. Donc pour moi, on l'a teasé, ce top 10, il est teasé depuis 20 minutes. Et si les auditeurs sont pas le suspense, on n'en peut plus là. En se demandant qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Tout ça pour qu'ils nous donnent Mahomes 101. Je remets le contexte du choix qui a été fait. Et au final, qui n'est pas si farfelu que ça par ailleurs. Donc j'ai mis CJ Stroud en 1 pour la simple et bonne raison par rapport à ce qu'il a montré durant toute l'année dernière, le contexte de l'équipe qu'il a autour de lui, ce qui confirme bien son talent par rapport à d'autres quarterbacks qui ont démarré et qui n'ont pas forcément eu la même réussite, et je pense qu'il peut continuer sur sa lancée et justement dans un mouvement de power ranking. Donc comme il est dans une mouvance d'optimisme et de bonne réussite, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas numéro 1. Patrick Mahomes est en 2, je ne vais pas m'étaler sur Patrick Mahomes, puisque de toute façon tout le monde le connaît et on sait très bien ce qu'il apporte. Et puis j'ai mis en 3, oui, parce que moi je pars du principe que c'est un quarterback qui a réussi l'année dernière dans une équipe jeune et qui est justement aussi lancé, et il va vous surprendre cette année, puisque toute l'équipe autour de lui n'a pas trop changé. C'est Jordan Love, puisque je pars du principe qu'il est jeune, qu'il a vraiment du talent et qu'il le montre cette année. Il est plus sous l'égide de Aaron Rodgers quand il était là à l'époque. Et Matt LaFleur réussit très bien à le faire sortir le meilleur de lui. Donc je vois pas pourquoi il ne réussirait pas, qu'il ne ferait pas cette position. Je croyais que et enfin, très rapidement, puisque je vois que je dois écourter. Non, pas du tout. Je vais faire en quatrième Lamar Jackson, et ça c'est tout à fait logique, puisque bon, ça reste quand même un excellent, voire un quarterback exceptionnel, mais je dirais individuellement, puisqu'il réussit, il éclate de son individualisme par rapport à ses performances. C'est pour ça qu'il faillit pour le moment pour pas atteindre la dernière marche du Super Bowl. Et enfin, en 5, malheureusement pour Nathieu, je suis désolé, mais Joe Burrow est en 6. J'ai Josh Allen qui, lui aussi, avec ce qu'il a autour de lui à l'heure actuelle, ça va être un peu compliqué au niveau des receveurs, même s'ils se sont un petit peu plus renforcés. Mais individuellement, Josh Allen apporte énormément à la course ou même dans son jeu de passe. Donc voilà mon top 5 qui est argumenté et qui est tout à fait raisonnable et sensé. Voilà. On rappelle que Jordan Love est en numéro 3 parce qu'on cherche à faire revenir Mika, qui est fan des Packers, et donc on aimerait bien le séduire au travers de nos podcasts. Je ne vois que cette raison. Mais prenons ce statement et voyons un peu ce que fera Jordan Love à la fin de la saison. Et peut-être qu'on dira mais il avait raison. Il avait raison. On va attendre le calendrier quand même, parce que ça aussi, ça peut faire changer les avis. Et si tu avais tort, tu viendras avec une tête de fromage pendant une émission. La même où notre ami des Bears viendra avec une tête d'ours. On fera une espèce de compilation. Si vous n'avez pas entendu le podcast sur les Bears, n'hésitez pas à aller le réécouter. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Mais autant Nathieu était sur l'individualisme de chaque joueur, en fait, sur ce que lui apporte, que moi, il va flinguer ton power ranking. Un élément collectif d'équipe où je me dis ce qu'apporte le quarterback à la franchise, à la réussite et au résultat. Voilà. Oui, mais voilà, Bertrand dit quelque chose de très juste. Justement, c'est que le problème, c'est quand tu demandes un power ranking, c'est que chacun va le faire avec sa sensibilité. Qu'est-ce qu'il va voir? Et c'est là où c'est, comme on disait tout à l'heure, mais justement, je refais le parallèle pour ceux qui auraient oublié. Effectivement, c'est ça. Ça ne fait que confirmer, en fait. Ça dépend de la sensibilité, ça dépend comment on l'entend. Voilà. Mon cher Bertrand, est-ce que tu peux nous descendre jusqu'à ton top 10, jusqu'au numéro 10? Oui, et pareil, je vais pouvoir continuer. Mais sans forcément tout justifier, mais... Non, tu peux, comme tu veux. Quand même. Et ça va être mais très rapidement, et comme ça les auditeurs se rendront compte. Ça me fera une bonne transition. Et globalement, j'avais mis juste derrière donc Joe Burrow en 6. Après, il faudra le retour des blessures, la ligne offensive, si au moins peut être protégée un peu mieux. Quel manque de goût. Ça va être peut-être un peu compliqué encore, je pense. Jalen Hurts en 7 avec Eagle. Il a perdu Jason Kelce, mais on va voir s'il rebondir. Mais il a ses jambes et je pense qu'il a le physique pour pouvoir s'en sortir. J'ai mis Anthony Richardson en 8
parce que pour le coup, je pense que là, il y avait plus beaucoup de concurrence à Indianapolis, mais avec Gardner Minshew, au moins, il y en a moins. S'il revient bien en forme et que pour le coup, les blessures sont derrière lui, c'était quand même un quarterback un peu sur la même veine que les Lamar Jackson, et je vois pas pourquoi, dans une équipe d'Indianapolis qui a pas foncièrement perdu énormément de joueurs et qui reste sur une très bonne ligne offensive, pourquoi il ne réussirait pas. Donc oui, c'est de l'audace sur ce joueur-là, mais c'est peut-être une audace payante. Brock Purdy en 9, parce qu'il fallait bien le placer quelque part avec ce que j'ai développé tout à l'heure. Et enfin, sinon, j'avais que la place 32 disponible. Voilà. Ne pas se fâcher avec ça. Et enfin, pour terminer, parce que je vais laisser la parole aux autres quand même, et ne pas monopoliser, Caleb Williams, le numéro 1 de la draft, parce que oui, il n'a pas encore fait un snap, mais pour le coup, avec ce qu'il montre, et on a bien vu qu'il y avait des quarterbacks qui ont réussi, CJ Stroud l'année dernière, eh bien, je me dis qu'il va peut-être réussir, avec en plus, n'oublions pas l'effectif. Et là, je reviens sur ce que Mathieu vient de dire, la sensibilité de chacun, mais quand on voit l'effectif que des Bears qui se sont vraiment renforcés, avec des Keenan Allen, avec DJ Moore qui était déjà là, où il me manque un joueur en plus, là, enfin voilà, ils sont un très bon corps de receveur. Pour le coup, voilà pourquoi. Il y a Rome Odunze, le nouveau. Voilà. Le jeune, pourquoi ne réussirait-il pas? Et je vous reprenez cette liste, on la ressort dans quelques temps, et vous verrez que. Ça fera partie des prédictions foireuses de l'année. On verra bien. on a donc... Non, mais le choix de Caleb Williams, c'est intéressant parce que dans le Power Ranking de CBS, pour y revenir, ils ont classé eux aussi les rookies. Alors, pour vous donner les places des rookies dans ce classement, on retrouve... Alors, attendez, que je les retrouve. Caleb Williams en numéro 23, JJ McCarthy en 25, Jayden Daniels en 28, Bonix en 30. J'ai oublié personne. Bryce Young 31. Oui, mais les plus rookies. Ah bon, l'année dernière, il est encore peut-être un petit peu comme parce que ma question étant de savoir, Mathieu, est-ce que tu trouves ça, toi, pertinent de classer des rookies? Est-ce qu'il ne devrait pas, de fait, si là, il y a 4 rookies, avoir les places 28 à 32? Ah non, moi honnêtement, j'aurais attendu. Voilà, j'aurais vraiment mis les joueurs actifs où on a quelque chose en NFL, parce qu'on sait que souvent la marche entre la NCAA et la NFL, souvent peut être grande, que quand tu as des premiers, on a bien vu Bryce Young, ça a été compliqué. Après, comme on disait tout à l'heure aussi, le milieu n'était peut-être pas favorable comme l'a eu CJ Stroud avec les Texans. Ça, on va pas se mentir. Donc, pour le moment, oui, Caleb Williams, effectivement, c'est très prometteur vu ce qui est en train de se construire autour. Mais en attendant, on a 6 quarterbacks dans les 12 premiers tours de draft. Je pense pas que ça sera 6 quarterbacks élite. Non, il y a peu de chance. Toi, mon Seb, classer les rookies, les QB rookies, ça te semble une idée pertinente ou non, tu te dis ils ont pas, enfin on n'a pas de ressort sur la NFL. Je vois là par exemple, je vais prendre le cas de Caleb Williams qui est en numéro 23, il est donc devant Anthony Richardson, qui n'a fait qu'une seule année, il est devant JJ McCarthy qui est un autre rookie, il est devant Derek Carr qui est 26, devant Jacoby Brissett, devant Gardner Minshew et devant Daniel Jones, on en reparlera. C'est quand même mettre Caleb Williams d'office devant Brissett, devant Carr, devant Daniel Jones, ça interpelle quand même. À mon sens, on retombe sur la problématique de cohérence d'un tel power ranking. Quels critères est-ce qu'on prend en compte? Est-ce qu'il s'agit de classer les 32 quarterbacks qui vraisemblablement dans ce cas-là, je peux entendre qu'on mette les rookies, mais le classement du coup devient hasardeux. Ce qui me rassure, c'est que celui qui est classé le plus haut est 23e, ce qui n'est pas foufou. Objectivement, si il fallait vraiment faire un power ranking en se basant sur les performances de la saison passée, évidemment, ils n'ont pas leur place. Moi, je trouve que c'est quand même très compliqué d'évaluer, de classer comme cela des joueurs qui n'ont pas encore pris un snap en NFL, même si jusqu'ici, tous les entraîneurs te disent que pendant les mini-camps, les camps de rookies, tout est merveilleux, c'est formidable, il s'adapte, il a... J'ai jamais vu quelqu'un lancer un ballon comme ça, jamais. Lancer un ballon comme ça, jamais, alors qu'on va se rendre compte peut-être en première journée que le type, il s'est même pas lassé ses crampons. Voilà, la dernière fois que j'ai vu un receveur aussi talentueux que le genre de receveur qui a été là, c'était Charles Todin à La Rochelle, mais... J'en étais sûr. Il n'a pas été donné d'en voir souvent.
je vous le Il y a dis. Sean J'en Payton étais qui a sûr. dit que Bonix avait quelque chose de Patrick Mahomes. Oui. Donc on entend Oui. vraiment des trucs à chaque Probablement fois. probablement une molaire gauche ou un truc comme ça. Enfin, Pour leur défense, t'as aucun coach à ce moment-là de la saison qui va dire ah non les gars ça va pas être possible, on une s'est pompe à vélo. Mince, on a pris un notre bust. first round c'est une pompe à vélo, Pompe à peut-être vélo. qu'on va lui faire plier les serviettes mais ça Non, va puis faire c'est un peu très cher de américain de retourner. faire ça aussi. C'est Voilà, normal, ils ouais, font c'est monter la hype, ils sont là pour vendre des maillots, façon de parler. Donc oui, on a pris les meilleurs joueurs, on a fait le truc, et puis quand la saison commence, c'est là Surtout où on que découvre vraiment. les Broncos, ils ont eu le bon goût de choisir quelqu'un qui, si tu payes le flocage de maillot comme dans les années 2000 à la lettre, bon, te coûte pas cher, tu vois. Parce qu'il vaut mieux floquer Bonix que Tagovailoa, tu vois. Voilà. Donc, Attends, c'est-à-dire En que même temps, pour Caleb Williams, tu disais que c'est pas la CC Crampon. Peut-être qu'il ne sait pas mettre du vernis à ongles correctement sur ses ongles Je- aussi. Hein. Attention. Hein, il y a- Alors, il y a- non, il y a attention, autre oula, chose. attends, disclaimer, je ne parlais d'aucun joueur en particulier. Mon Oh. propos était, on s'en rendra compte en le réécoutant, très général, pour ne pas dire trop général. Mais voilà, au moins, il y a un Mouvement point de de la VAR, cohérence. arbitrage à la VAR. Il y a un point de cohérence là-dessus, c'est que a priori, tous les joueurs qui sont dans ce Power Ranking sont ceux qui sont appelés à être titulaires lors de la Week 1. Logiquement, c'était le Voilà. jeu, oui. Voilà, c'était, je veux dire, trouver un Michael Penix Jr. eût été étonnant, par exemple, parce que à moins qu'il pique le job à Kirk Cousins sur les camps d'entraînement, mais pour être très honnête, j'émets de sérieux doutes là-dessus en l'état actuel des choses. Donc, il y a une forme de cohérence, mais c'est une évaluation qui, à mon sens, reste quand même compliquée. Puisque tu parles de Kirk Cousins, ça me renvoie aux Minnesota Vikings et l'occasion de saluer Justin Jefferson et sa nouvelle semaine de rétention au niveau des Minnesota Vikings. C'est donc une nouvelle semaine on pense à lui toujours. Courage, Gigi. Justin. Courage Gigi. Est-ce que tu crois on en qu'il grave reparlera. sur Ouais, un je mur pense. les jours qui passent? On en reparlera en fin d'émission, mais tu as une occasion d'aller à Londres l'an prochain. Peut-être est-ce le moment de te sauver. Nous serons là s'il y a des besoin de affiches. t'aider à t'évader. Je suis Justin Jefferson. On Placardé partout. trouvera un moyen de te sortir de là, t'inquiète pas. On va monter un truc avec les Musketeers, tu vas voir, on va le. On va le sortir de là. Ah non, c'est pas Justin Jefferson, c'est Anthony Mangou, vous l'avez Bah, reconnu. Marc-Angelo, si tu nous écoutes, voilà, propose un truc à JJ, fais quelque chose. Quoi. Blague mise à part, on passe au dernier de ce classement, parce que le 32e, mais qui est 32e de ce classement du Power Ranking CBS? Et c'est là, en fait, alors je vais saluer d'ailleurs nos amis de Giants FR, parce que c'est eux qui m'ont mis dans ma timeline le Power Ranking de CBS en le commentant. Évidemment non, mais le numéro 32, c'est le quarterback des Giants, Daniel Jones, qui est donc derrière Caleb Williams, qui est derrière JJ McCarthy, qui est derrière même Bonix. Bertrand, est-ce que c'est un manque de respect envers Daniel Jones, qui a quand même emmené les Giants il y a 2 ans, rappelons-le, en play-off? Alors, c'est compliqué parce que Il a battu Kirk Cousins. de là à dire c'est un manque de respect, en fait, je pense Daniel Jones surfe malheureusement sur l'impression donnée et laissée tout au long de la saison, ce qui lui est arrivé aussi, les blessures, et je dirais le fait qu'aussi que les médias, le monde des médias se moque un peu de lui globalement dans l'ensemble. Donc, je pense que c'est ça qui a joué aussi. Maintenant, que ça soit recevable ou justifier le fait qu'il soit 32e sans avoir vu aucun autre des autres joueurs, hormis Caleb Williams, qui peut être vraiment un crack et réussir à faire quelque chose. Mais enfin, entre les Bonix, surtout Bonix, par exemple, qui est un choix de milieu de draft et qui n'a vraiment rien montré du tout, oui, en soi, c'est en soi incompréhensible de le voir à cette place-là. Voilà, sachant qu'il a quand même fait quelques matchs. Maintenant, joue en sa défaveur, le ressenti laissé sur le terrain, on en parlait en off entre nous, le ressenti laissé sur le terrain, le manque de sûreté qu'il montre, il n'a pas toujours été aidé par une ligne offensive qui n'a peut-être pas mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir réussir, ou des receveurs qu'il avait aussi, où il a dû toujours lancer à la hâte. Mais globalement, il y a d'autres quarterbacks qui ont joué pour les Giants, ils ont eu les mêmes receveurs, ils ont eu les mêmes lignes offensives. Donc c'est un petit peu tout cet ensemble-là qui joue. Maintenant, cette dernière place, elle est dure, elle est incompréhensible par rapport à des joueurs qui n'ont fait aucun snap. Ça, c'est sûr. N'as-tu mérité pour Daniel Jones la 32e place? Non.
Non, c'est un peu dur quand même. Je vais revenir sur ça. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont été draftés, qui vont partir titulaires, qui sont déjà mis dans le classement. C'est un peu dur de juger à ce moment-là. Juger sur un top 10, ça je dis pas. Mais jusqu'à 32, et effectivement, là, Daniel Jones 32e, peut-être qu'à la fin de la saison, effectivement, on confirmera que oui, c'était bien sa place. Mais là, c'est un peu tôt quand même. C'est Seb, 32e derrière. Alors, on l'a dit, derrière des rookies qui n'ont pas joué une seule minute, mais derrière d'autres aussi quarterbacks de la NFL. Est-ce que Daniel Jones, pour toi, est moins bon que Gardner Minshew, est moins bon que Jacoby Brissett, par exemple? Moi, ce qui me... Il y a deux choses qui me frappent. D'abord, je pense vraiment qu'il y a un bad buzz Daniel Jones. C'est assez facile de s'en prendre à Daniel Jones. D'ailleurs, la preuve, je le fais tout le temps, c'est vous dire si c'est facile. On aime bien. Salut Yaya, voilà. qui est le seul à le défendre. On salue Yaya qui le défendra jusqu'à son dernier souffle. Mais je trouve que c'est un peu facile de taper sur Daniel Jones et de surfer justement sur ce bad buzz. Et je trouve aussi que c'est particulièrement dur de le classer justement une fois de plus derrière des rookies qui n'ont encore rien montré en NFL. La cohérence aurait été peut-être réserver les spots. Il y a combien de rookies? Je crois qu'il y en a 6, c'est ça? Alors là, il y en a 6, mais qui considèrent en là, il y en a que 3, première, il y en a 4, je crois. 3, 4. Il y a Bonix, JJ McCarthy, Jaden Daniels, c'est même pas Drake May chez les Patriots. C'est les Brissett, les gens de Brissett. Et Caleb Williams, d'accord. Tu réservais les spots 27 à 32 aux rookies. Tu mettais Daniel Jones 26. Si vraiment tu as envie de le mettre dernier, ça m'aurait peut-être moins choqué. Là, quand même, purée, c'est dur. Et ça faisait remonter Derek Carr, du coup. Et du coup, voilà. Et tout le monde était gagnant. Hein. Voilà. C'est bon, on n'en parle pas, mais Derek Carr en 26. Ça faisait même remonter Bryce Young, alors t'as qu'à voir. Donc moi je trouve que c'est très très dur de le classer derrière des joueurs qui n'ont pas encore pris un snap dans la ligue. Alors dans le Power Ranking de l'an dernier, parce que j'ai fait des recherches, le Power Ranking de l'an dernier de CBS plaçait Bryce Young 12e. Et oui, comme quoi, hein. Et la parole d'évangile. Hein. Alors, il y en avait un qui le plaçait 12e, l'autre qui le plaçait 21e. Mais n'empêche qu'il était dans les eaux de Caleb Williams, maintenant qui est 20 quelques. Voilà, c'était dans les mêmes eaux. Et aujourd'hui, il est 31e. Donc, comme quoi. Hein, alors, par curiosité, tu sais où Daniel Jones était classé dans ce Power Ranking de la Alors, il me semble, ça qui m'intéressait. pas de bêtises, il était dans le top 15. D'accord. Vu la saison qu'il avait fait, c'était pas. Ouais, non. 14 ou 15, je crois, de mémoire. C'était pas choquant, effectivement, au regard de la saison qu'il avait fait auparavant. Ça alors que les auditeurs m'excusent si c'est pas la bonne info, hein, mais c'est de tête, hein, je crois. Donc, je sais pas. Non, mais ça se tient. Moi, ça me semble logique. Le classé dernier, après en plus une saison particulièrement tronquée, c'est dur, quoi. Voilà. Bon, voilà pour ce Power Ranking, mais on n'a pas fini. On a encore toute l'actu à traiter. Et on a l'actu et on a les questions des auditeurs parce que notre bon Charles est allé à la pêche aux questions et Dieu sait si j'ai des questions aujourd'hui. Donc, on a de quoi faire en fin d'émission et puis on parlera rapidement aussi des résultats des Français en Coupe d'Europe CEFL et une annonce sur un podcast à venir la semaine prochaine. J'en parlerai avec Mathieu. Oui, mon Bertrand? Juste, est-ce que je peux saluer nos amis justement de Giants FR qui vivent des moments difficiles dans leur podcast également. Je salue Plax et Thiergo et je leur fais un grand bonjour et ça fait des années, ils font un super boulot et merci à eux de continuer à faire vivre ce compte. Effectivement. On salue le podcast Only aux Giants, on salue le compte, c'est les mêmes, hein, Giants FR. Ils font une gazette aussi, je crois que vous pouvez les consulter avec les infos des Giants. Ils font vraiment du très très bon boulot et s'ils nous écoutent, nous avaient fait le plaisir de venir une fois dans notre émission. S'ils nous écoutent, eh bien on les salue très chaleureusement. L'actu NFL de cette semaine nous emmène du côté de Détroit. Oh bah tiens, Détroit. Alors Détroit qui devrait être, on va pas trop s'élargir sur la question parce que ce sera sûrement notre destination de la semaine prochaine, du podcast de la semaine prochaine. On ira voir l'ambiance du côté du Michigan. Mais quand même, il faut parler un petit peu de cette prolongation de Jared Goff, alors qui est tout sauf une surprise, hein, puisque Jared Goff, c'était dans les papiers. Il y a eu la prolongation d'Amon-Ra St. Brown, il y a eu la prolongation de Penei Sewell, il y a maintenant la prolongation de Jared
Jared Goff, c'est 444 millions, je crois, de prolongation cette année, les Lions de Détroit. Sur les... Ouais, ça fait... Ils ont ouvert le chéquier. Ils ont ouvert le chéquier en grand du côté de Détroit. 212 millions sur 4 ans pour Jared Goff. Est-ce que, Seb, ça te semble être un contrat démesuré? C'est le marché, comme dirait l'autre. C'est le marché, voilà, ils n'avaient pas le choix, c'est le marché. Ils avaient pas le choix. Ça fait de lui, je crois, le deuxième quarterback le mieux payé de la ligue, c'est ça? C'est ça, en moyenne annuelle, c'est ça, oui. Donc c'est bien ça. C'est un artisan incontestable de la résurgence de Détroit au premier plan. Les Lions pouvaient se le permettre. Ils l'ont fait. Pas mis, entre guillemets, indécent au regard des contrats pratiqués dans la ligue sur ce poste. Alors, il les mérite pas, ça c'est une autre question, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je dirais qu'au regard de ce qu'il a fait déjà pour la franchise et puis du dévouement qu'il a envers les Lions, je ne trouve pas que ce soit injuste ou non, ça me semble être dans la logique des choses. Jared Goff, toi, Mathieu, qui adore, qui aime bien les Lions, tu les aimes bien les Lions? Oui, même Jared Goff, ça fait partie de mes chouchous dans les quarterbacks. C'est un quarterback de 29 ans, un contrat de 4 ans, ça l'emmène à 33. Bon, ça semble plutôt pas mal cette affaire des Lions. Ouais, mais voilà, il méritait d'avoir quand même un chouette contrat, mais je trouve quand même que c'est cher. Mais c'est pas que lui. Non, c'est pas nous qui payons. Oui, non, c'est sûr. Mais je veux dire, et attention, là, ce que je veux dire, c'est au même titre que Joe Burrow, et j'adore Joe Burrow, que ce soit Lamar Jackson, que ce soit Jalen Hurts. En fait, pour moi, tous ceux qui sont payés au-dessus de Patrick Mahomes, c'est déjà que souvent les équipes, quand ils commencent à lâcher les gros billets comme ça, après, c'est compliqué pour construire une équipe correctement. Donc, des fois, tu as envie de dire, ça va peut-être pas forcément aider l'équipe. Et après, comme on disait tout à l'heure dans le Power Ranking, c'est quand même compliqué de dire qu'il y a meilleur que Mahomes actuellement. Donc pour moi, si tu es payé plus que Mahomes, c'est pas normal. Mais après, effectivement, comme l'a très bien dit Seb et toi Flav, c'est le marché. C'est comme ça. Il y a les agents qui sont là aussi pour faire leur taf, faire montrer la sauce, la hype. Et Détroit, ça faisait des années qu'ils n'ont pas eu une telle hype et une telle montée dans le classement. Donc forcément aussi, je comprends qu'ils ont envie sur le coup de se dire on te donne de l'argent et refais-nous la même, quoi. Donc, au niveau du Power Ranking CBS, Jared Goff est 13e cette année. Et et on note qu'aucun de nous l'a mis dans le top 5, et je pense que même dans le top 10, si on avait fait un top 10, enfin moi perso dans le top 10, je ne l'avais pas mis non plus. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, il est deuxième quarterback le mieux payé. Mais si tu prends les quarterbacks en eux-mêmes, bon, voilà. Mon Bertrand, j'ai une double question. Déjà, Jared Goff, est-ce que c'est mérité comme tes compères? Et surtout, est-ce que ça va pas jouer aussi sur les contrats à venir? On sait que Dak Prescott, on sait que Tua Tagovailoa sont actuellement en négociation d'un nouveau contrat. Est-ce que ça va pas encore faire doper les montants futurs? De toute façon, on sait comme le disait Nathieu, on sait très bien aussi que ça se joue au niveau des États-Unis, le fait de la surenchère à chaque fois, parce que, comme Guillaume disait, les agents sont là aussi pour dire oui, il a eu ça, mais nous, on demande ça, même si, voilà. Jared Goff, globalement, lui, en plus, il a bien matché dans son équipe parce que le système, son coach, la franchise en elle-même, tout le système de jeu et les joueurs qui se sont révélés autour de lui, l'ont fait briller aussi, d'une certaine façon. Et il a toujours dit, je me sens bien. Il y a eu un article qui avait été fait où il dit, je me sens bien dans cette équipe. Qu'il avait aucun regret d'être passé par les Rams, mais que c'était cette équipe qui l'avait révélé. Voilà. Et donc, dès que c'est comme quand quelqu'un changer de boulot, mais que d'un coup, dans son nouveau boulot, il se sent mieux que dans celui d'avant et il donne toute sa pleine mesure. Bon, là, c'est la même chose pour lui. Donc là, l'agent a bien fait son travail. Maintenant, c'est sûr que si on est objectif uniquement sur la valeur intrinsèque du joueur, individuellement, ce qu'il apporte, Jared Goff est quand même moins talentueux, malheureusement, pour lui, que Patrick Mahomes. Donc, est-ce que, si on prend une échelle de salaire, il devait gagner plus que lui? Factuellement, on va dire non. Mais la loi du marché fait que, voilà, ils ont sorti le chéquier pour ce joueur.
Maintenant, est-ce qu'ils vont le regretter sur l'histoire de salary cap plus tard pour continuer à avoir des belles performances? Voilà, de toute façon, c'est l'emballement des États-Unis, hein, à chaque fois sur des choses comme ça. Montrer qu'on gagne plus, montrer qu'on a de l'argent, ça fait partie de la culture américaine. Donc le fait que le quarterback soit fort payé, ça fait partie traditionnellement de ça. Donc voilà, malheureusement. Oui, vas-y, Mathieu. Et pourtant, il y en a un qui a bien montré que valait mieux prendre des plus petits salaires pour avoir la victoire, c'est Tom Brady. Mais oui, voilà. De toute façon, Patrick Pourtant, il a Mahomes, montré à tout le monde. Hein. Patrick Mahomes, c'est grosso modo sur la même philosophie, c'est-à-dire de laisser de l'argent pour construire l'équipe autour de lui, quitte à avoir bien un peu moins en salaire propre. Voilà. Il n'hésite pas à Et reconstruire son contrat pour justement voilà. permettre ça. C'est très bien. C'est les titres ou l'argent, hein, c'est l'enjeu. Mais Goff, il n'est pas encore dans cette situation-là. Non. Ça peut être une option qu'il peut choisir aussi quand les années vont passer et s'il souhaite que le club reste performant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Petite question très rapide à la volée pour tout le monde. Est-ce que l'un de vous pense que c'est Jalen Hurts qui est le mieux payé actuellement en nombre en salaire moyen annuel, si je dis pas de bêtises? Non, c'est Joe Burrow. C'est Joe Burrow. Enfin Jalen bref, Hurts, c'est le 4e ou 5e. oui, parce que mais il y a eu Lamar Jackson qui a 5e. battu Jalen Hurts qui a battu. Bon, bref, l'an dernier c'était la guerre. Est-ce qu'il y en a un qui va signer de quarterback, qui va prolonger, qui va battre, qui va devenir le quarterback le mieux payé cette intersaison? Non. On parle de Tua au-dessus des 50 millions. Il demanderait, voilà. Donc là, Jared Goff, il est à 50, que je dise pas de bêtises, 54 millions. 53, ouais. Ce serait pas 53 millions, voilà. 52, Après, on ne serait pas étonné sur ce que je viens de dire, on ne serait pas étonné, puisque c'est toujours de la surenchère, mais ça ne serait pas objectif et censé vis-à-vis de Tagovailoa avec son passif de blessure. Il y a Tua, il y a Dak Prescott qui est aussi. Oui, enfin voilà, mais lui aussi d'ailleurs. Ami des Dolphins, ça ne reste que notre avis. Voilà. Oui, non, mais... je m'entends très bien. Jamais. On ne sommes pas contre les Dolphins, hein, qu'on soit bien d'accord. Les Lions, c'est tout d'ailleurs. Hein. Et je ne suis pas sûr que les Cowboys s'amusent à mettre 60 millions par an sur Dak Prescott, sachant les doutes qui ça va être toute la saison. Ouais, là, je pense que ce serait... s'il se foire, ça va entendre chanter. À qui on lui a reproché énormément de ne pas faire mettre un step-up à sa franchise et à qui, lui, Dak Prescott, a reproché à Jerry Jones ses paroles sur on va mettre le all-in. Il a dit j'aimerais bien voir ce que c'est le all-in. Bon, déjà, à mon avis, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça, connaissant Jerry Jones. Donc, à mon avis, c'est passé moyennement aussi, ce genre de choses. Donc, voilà. C'est vrai que pour l'instant, ils sont plus sur le mode snooze que le mode all-in, hein, du côté de Dallas. Hein, ça y va tranquille, mollo. Autre joueur qui a prolongé, Antoine Winfield Jr., 4 ans. Bon, ça devient le safety et le joueur défensif arrière, comme ils disent au Canada, le mieux payé de la ligue. Bon, est-ce que c'est si surprenant après la saison qu'il a faite l'an dernier? Non, c'est même amplement mérité dans son cas. DB le mieux payé de la ligue, safety le mieux payé de l'histoire de la ligue, c'est pas rien. Il était capitaine de défense la saison dernière, 5 fumbles provoqués, 4 recouverts. C'est le premier joueur à réussir des stats pareilles dans ce secteur de jeu depuis 2000. 122 plaquages, 12 passes défendues, 6 sacs. Pour un safety, c'est considérable. C'était un des gros dossiers de Tampa, hein, de toute façon, pour l'intersaison avec Mike Evans. Avec Mike Evans et Baker Mayfield. Et même, on peut mettre, je pense, le linebacker Lavonte David dans le lot. C'est amplement mérité. Et puis, en plus, il est encore jeune. Il a 25 ans. Prolonge pour 4 ans. Il a encore un bel avenir devant lui, hein, ce joueur. Bertrand Dodlin. Pourquoi tu Dodlin, mon Bertrand? Parce que amplement mérité, si on se met à la place d'Antoine Winfield, on va dire oui. Parce que il dit, je les prends. Pas de problème, les gars, je les prends. Nous aussi, on les Et prendrait. en soi, si on se met en dehors de ça, c'est trop.
C'est trop parce que oui, il a eu ces stats-là, ça fait plusieurs saisons qu'il réussit bien, mais pour un safety, c'est beaucoup trop. On est typiquement encore dans la surréaction américaine parce que, comme j'avais dit dans un podcast, on ne voit que ce joueur pratiquement de la défense de Tampa dans les matchs. C'est l'élémentaire. Encore Antoine Duffy qui fait une action décisive, donc on le voit bien. Mais effectivement, pour son contrat, ils sont restés là-dessus, donc ils sont sortis le chéquier. Mais c'est trop, parce que c'est de l'argent qu'ils n'ont pas pour mettre d'autres qualités dans leur effectif sur d'autres joueurs importants. Et je dis pas qu'ils ne méritent pas, un chouïa en dessous, ça aurait été bien aussi. Je pense que c'est trop pour un safety. Voilà. Je suis pas d'accord dans le sens où c'est un joueur qui tire une défense vers le haut. Je te dirais c'est trop si c'était le type de joueur qui restait assis sur ses fesses et qui se mettait en mode minimum syndical une fois qu'il a touché son gros contrat. Et il y en a eu plein d'exemples dans l'histoire. Winfield Junior, je pense que c'est pas le tempérament du bonhomme, donc je suis pas tout à fait d'accord. Je te dirais qu'il tire une défense vers le haut, il a tiré une équipe vers le haut parce que c'est quand même l'un des seuls joueurs défensifs qui a envoyé, et alors là on pourra me dire que c'est pas vrai, je veux bien en débattre un quart d'heure avec qui il veut, qui a envoyé les Buccaneers en play-off l'an dernier. Oui. C'est grâce à lui. Non, mais je n'ai pas dit qu'il ne méritait pas. Non, mais je sais bien, c'est pas toi. C'était trop. C'est pas toi, mon Bertrand. Mais j'ai vu des commentaires en disant oui, c'est qu'un défenseur, machin d'autre. Ouais, non, mais c'est des gens qui aiment pas le foot qui disent ça. Je suis désolé. On est tous d'accord. Je suis désolé, c'est la base. On a vu que lui. De toute façon, l'année dernière, je tombe pas pratiquement. Moi, j'ai regardé le match entre les Buccaneers et les Panthers en dernière journée, parce que ça intéressait particulièrement les Saints, qui, au même moment, étaient en train d'aplatir les Falcons, rappelons-le. Et donc, ce match entre les Panthers et les... voilà, Jordan, si tu nous écoutes, Mathieu, salut. Le match entre les Panthers et les Buccaneers, c'est un véritable bourbier pour les Buccaneers. Et ils s'en sortent grâce à Antoine Winfield qui sauve un touchdown, mais improbable, qui provoque un fumble à 1 yard de la ligne alors que le receveur était parti quasiment tout seul. Et c'est ce fumble provoqué-là qui permet aux Buccaneers de gagner et donc d'aller en play-off, parce que sinon c'est les Saints. Donc il y a un moment, tu vois, j'ai vu des gens aux États-Unis sur des forums de fans des Buccaneers qui trouvaient que c'était injustifié. Moi, ça me semble délirant. Hein. Admettons toutes ces belles performances et qu'ils fassent encore même, j'en sais rien, une belle performance sur plusieurs matchs la saison à venir. Et puis, pour X raison, c'est beaucoup moins bien, parce que là, c'est sur 4 ans quand même, on le rappelle. Et puis, c'est beaucoup moins bien à un moment. Là, on dira, c'est pas justifié ce qu'il gagne. Puisque, voilà. Mais ça, c'est les contrats. Il a fait sauter la banque à un moment donné. Grâce à son gens, mais je pense que c'est trop. Quelques millions en moins, c'eût été bien. Pour 79, en fait, Bertrand, c'est Giroud. Voilà, Bertrand, c'est Giroud. Ouais, mais moi, je suis 1 euro est 1 lui. euro. 79, ça passe, 80, c'est trop. Non, vas-y, mon ami. Non, moi, je suis d'accord qu'ils auraient pu quand même économiser quelques millions tout en faisant voilà. le mieux payé, tout ce qu'on veut, tout ça et tout. Mais justement, si ton objectif c'est le Super Bowl, justement, essaye de gratter quelques millions pour peut-être financer d'autres joueurs pour justement qu'il n'ait pas à lui tout seul à remonter la défense, que justement toute la défense soit monstrueuse pour aller taper les playoffs et prendre le Super Bowl. Non, je proposais qu'on s'arrête 2 secondes sur les Buccaneers au Super Bowl. J'aime pas quand il fait des arrêts comme ça, Flav, parce que tu sais qu'il y a un truc qui va tomber. Non, mais là, je parle de l'objectif logique de toute franchise. L'objectif logique de toute franchise, c'est le Super Bowl. Ils sont champions. Des fois, certains se demandent si c'est vraiment ça l'objectif. Ils sont champions de quelle division déjà C'est bien ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont champions de la NFC Sud, et c'est précisément ce qui m'inquiète, c'est que... Il y a qui dans la NFC Sud, rappelle-moi? C'est que dans cette division, ils arrivent à peine à être en bilan positif, alors de là, arriver au Super Bowl, tu vois, c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné. Bref, on passe au calendrier. On a eu des bribes de calendrier qui nous sont apparues. Encore une fois, vous aurez tout le calendrier à 6h demain matin sur l'application TFA et sur le site de The Free Agent. On a donc, nous, quelques bribes. On a notamment un Ravens Chiefs pour l'ouverture de la saison. On a aussi les matchs internationaux. Bref, Mathieu, il y a un match qui te hype, toi, dans ce qui est sorti déjà? Dans les matchs internationaux, il y a un truc qui te plaît?
Aucun. Avoue que non, si le Giants Panthers, ça donne envie. Arrête. Tellement pas. Mais oui, mais si. Attends, voir Bryce Young contre Daniel Jones. Non, franchement, le seul qui me hyperait, ça serait Bears Jaguars. Ouais, Jags Bears. Ouais. Si effectivement les Bears font le taf. Parce que si c'est une catastrophe, bon, voilà. Mais ouais, ça serait vraiment le seul. Parce qu'après, l'autre, c'était Jaguars Patriots. Alors, ouais, il y a Patriots Jaguars et il y a Vikings Jets. En fait, les 4 matchs, c'est bizarre parce qu'il y a un côté où c'est ah ouais, trop bien, ça, on va aller voir de la NFL. Et puis après, tu dis ah, mais ouais, les Est-ce que Vikings, c'est il y a quand même vraiment de la Justin NFL, ce Jefferson. Les Jets, bon, ok, mais si Rodgers il se blesse, bah en fait, non. Tu sais, il y a toujours un oui, mais. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est tout à fait vraiment, c'est exactement ça. Toi, Bertrand, t'es hypé par le Panthers Giants. Je te sens chaud patate. Est-ce qu'on peut dire le mot hypé? J'ai envie de dire très heureux si je peux aller les voir à Munich. Hein. C'est à la porte de chez nous. Tu vois une équipe de NFL. C'est une grande porte. Ouais, c'est vrai. Je vais faire comme Nathieu. Je vais faire oui, mais effectivement. Ça dépend, comme dirait notre regretté Damien. Ça dépend. La porte de Brandebourg, peut-être aussi. Ouais. Donc, tu te dis oui, mais bah, tu vas effectivement avoir les... Comment on appelle ça? 2 équipes qui se cherchent. Et tu tombes pas sur du Chiefs, 49ers, Ravens ou consorts. Voilà, tu espères au moins que dans la médiocrité, ils en sortent déjà un peu mieux et qu'au final, 2 médiocres, les moins fassent plus et que les 2 médiocres fassent un match qui soit ouvert au final, tu vois, du fait de leur médiocrité, entre guillemets. Voilà. C'est tout ce que tu espères. Le Patriot Colts, la dernière fois, c'était Italas. Hein. Ouais. C'est clair. Oui, fallait aimer. Bref. Seb, toi, t'as un match alors, on a quasiment tout le calendrier des Chiefs, hein, déjà, avant même la sortie du calendrier. On a leur week 1, leur week 2, on a leur match de Noël, on a leur... oui, alors, on rappelle que semaine 1, ils jouent les Ravens, semaine 2, ils jouent les Bengals. Je sais pas s'ils vont lancer leur saison tout de suite, mais il va pas falloir qu'ils soient en retard non plus, hein, les Chiefs. Hein. Alors, si on parle des affiches internationales... on parle de l'affiche que tu veux parler. En dehors de Bears Jaguars, sur le papier, voilà, et à condition que du côté des Bears, effectivement, ça gaze un peu, oui, ça peut être intéressant, mais ça dépend de comment les équipes vont fonctionner. Je vais rebondir sur ce que disait Bertrand. Moi, de mon expérience personnelle, j'ai fait un match à Londres il y a bien des années. Je suis allé voir les 49ers contre les Jaguars, qui à l'époque était vraiment au fond du trou. Quand tu es fan d'une équipe, je te promets un truc, Bertrand, c'est que tu tamponnes. Tu es très content d'aller voir ton équipe préférée. Ah oui, non, mais bien sûr. Même si c'est des équipes que tu n'aimes pas, hein. Franchement, d'y aller, juste le voyage, de participer à l'ambiance, c'est quelque chose à vivre. Moi, j'étais allé voir aussi Minnesota Steelers la même année, qui se déroulait 2 semaines avant, je crois. J'ai eu la chance de faire les 2 matchs et ça avait été en plus un très bon match. Ça a été à 2 doigts d'aller en prolongation. Je m'étais régalé. Nous aussi, la dernière fois qu'on est allé à Londres, on était à 2 doigts d'aller en prolongation, mais Will Lutz, il a tapé 2 fois le poteau. Alors, je suis tout comme toi, Seb. Hein. Je n'ai qu'une hâte, si c'est possible de le faire, parce que je sais que voilà, c'est le rêve d'une vie de pouvoir voir un match NFL. Donc, on a envie de boire de l'air. Mais ce que je veux dire, c'est... Voilà, si on parle juste du niveau intrinsèque des 2 équipes, oui, tu te dis tu préférais que les 2 équipes soient dans les premières, deuxième ou troisième places de la ligue pour montrer un super spectacle. Bon, ça ne sera pas le cas. Par contre, pour la bonne santé de nos auditeurs, je précise que si jamais Bertrand va voir les Giants à Munich, nous ne lui ferons pas faire de podcast pendant les 2 semaines qui viennent parce que vous voyez ce que ça donne à jeun pour le top 10 des quarterbacks. Imaginez en rentrant à Munich. Hein. Je préfère pas prendre le risque. En parlant des affiches internationales, d'ailleurs, j'en profitais pour passer pas un appel. Je vais dire à notre chef bien-aimé que je suis prêt à me dévouer si TFA veut m'envoyer au match qui va se dérouler au Brésil. Je suis prêt à prendre sur moi. Je n'hésite pas à le dire. Je me débrouille pour aller couvrir ce match-là. Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'il a mis Jordan Love en 3, c'est les Packers au Brésil. Mais ça y est. En plus, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, mais en fait, au final, le seul match qu'on a tous vraiment envie de voir, c'est Eagles Packers au Brésil, parce que voilà, le Brésil, quoi. Voilà.
On a On envie n'en d'y parle aller. pas, mais finalement, c'est celui que D'ailleurs- tout le monde a envie d'ailleurs, d'aller voir, hein, même si t'es pas On peut fan. faire un Voilà, charter, on peut faire un totalement. charter TF1, un charter TF1. Voilà. Je pense que les places sont pas trop chères pour aller au Brésil tous ensemble. Mm. Et on emmène Nathieu sous le bras. Tu vois, hop, on le met sous le Ouais, bras c'est comme sympa. ça. Il prend pas beaucoup de place. Alors, un sacré Hop, bras, nickel, quand même. voilà. Ouais, je prends pas beaucoup de place. On est plusieurs. On On est est plusieurs. frigo On est américain plusieurs. que de la valise. Hein. Bon, les amis, on passe aux questions de nos auditeurs bien aimés. Et j'ai une question. Alors, celle-là, je suis obligé de la réserver pour Seb, parce que vous savez que toutes les semaines, on fait un point Tom Brady. Et là, j'ai une question sur Tom Brady. Donc, voilà, je suis désolé, Seb, c'est pour toi. Tu m'en veux. C'est pas possible, tu m'en veux. Alors, question sur Tom Brady. La question est la suivante. Alors, j'ai pas le nom de la personne qui a posté, je sais pas si c'est en anonyme, mais j'ai pas le nom en tout cas. À quelle place mettrais-tu Tom Brady dans le Power Ranking s'il revenait à la compétition en 2024? Oh mon Dieu, quelle question. Elle est Alors, bonne celle-là. ouais, très intéressante, vraiment très intéressante. Belle question. Alors, on est toujours sur ces problématiques de cohérence pour ce type de power ranking. Sachant qu'Aaron Rodgers, c'est 11 par exemple. Voilà, Aaron Rodgers est 11 alors qu'il a fait une saison blanche. On va pas compter ses 2 minutes 30 de jeu. Ah, quand même, il a joué autant qu'Anthony C'est Richardson. vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a plusieurs joueurs en soi qui ont fait une saison blanche et qui sont quand même dedans. Hein. Même quand Joe même Burrow, hein, en façon de parler, il a quand même pas beaucoup Donc, joué, il est haut. Sans donner un classement précis, ce serait compliqué de ne pas le mettre à minima dans le top 10. Si tu as celui qui est considéré le plus grand de l'histoire, à tout le moins le plus grand de son ère, parce que le plus grand de l'histoire, ça c'est des choses qui sont amenées à être réactualisées assez régulièrement, c'est quand même compliqué de le mettre en dehors du top 10. Très bien. Vous êtes d'accord, les amis? Non, Bertrand et Dodeline. Quand Bertrand vote Dodeline, c'est qu'il est pas d'accord. Il chafouin, il Dodeline beaucoup ce soir. Sans argumenter trop longtemps, juste, moi je mettrais 16e sur 32, tu repars pas à zéro, mais tu repars dans une franchise, voilà, tu es 50-50, tu redémarres, et puis on voit, voilà, je pense qu'il y a 15 autres quarterbacks pour le moment qui sont mieux, et puis il faut voir son état de forme, il faut voir beaucoup de choses. Ouais, vas-y, là-dessus. Ça s'entend. Non, naturel. Ah oui, non, moi je le mettrais top 1, comme ça s'il réussit, voilà, tu peux dire je vous l'avais bien dit, puis s'il se loupe, on rigole bien. C'est comme moi avec Jordan Love, tu vois, je vous l'avais bien dit. Alors, une question de petit yo-yo d'or, ça doit être un fan de Star Wars, je présume. Que pensez-vous, les amis, de la nouvelle cuvée des Bills de receveurs? Alors, dans les receveurs des Bills, on a eu Marquez Valdez-Scantling qui a signé notamment cette semaine. On a Chase Claypool qui est arrivé, on a Keon Coleman, le choix de draft, on a Curtis Samuel. Bertrand, ça t'inspire les Bills, les receveurs des Bills? Ça t'inspire quoi? Je pense que là, ils sont repartis. En fait, c'est toujours Gabriel Davis qui était une énigme pouvant faire rien du tout d'un match, quelques réceptions. Donc, au final, j'ai l'impression qu'ils ont fait RS en mode RS sur toute la ligne. Curtis Samuel, globalement, c'était pas un mauvais receveur du côté de Washington. Voilà, mais je trouve pas ça délirant. Après, en soi, est-ce que ça fait un gros step-up par rapport à ce qu'ils avaient avant, sachant que Diggs, il y avait quand même des problèmes de relationnel avec Josh Allen, un tant soit peu. Ouais, enfin, tu passes quand même tu passes de Diggs en 1 et Gabe Davis en 2 à Khalil Shakir en 1 et Keon Coleman en 2. Oui, mais globalement, Gabe Davis, on sait ce qu'il a porté. Donc oui, je dis pas que c'est mieux, mais peut-être dans un corps de receveur où plusieurs jouent et un peu plus équilibré, peut-être qu'ils s'y retrouveront mieux. Mais je pense qu'il fallait passer à autre chose. Ils butaient tout le temps sur la même chose tout au long des années passantes du côté des Bills. Seb, un avis sur les Bills, sur la cuvée de receveurs? Sur ce corps de receveur, ça ressemble presque à un nouveau départ. Je pense qu'il y a une belle occasion pour Coleman de se mettre en avant dès son année rookie. Et à condition qu'il réussisse bien, ça peut peut-être être une étincelle parce que à côté de lui, on a Khalil Shakir. On sait ce que c'est, mais on sait ce qu'on a. Valdez-Scantling qui arrive, qui est un solide pro, qui n'est pas un joueur qui va affoler les compteurs, mais qui va être là quand on aura besoin. Il sait être décisif dans les moments cruciaux. Exactement, voilà. Une troisième et 10, tu lances vers lui. Le first down, je ne vais pas dire qu'il est quasi acquis, mais
t'as une forme de certitude, tu vois, t'as une forme de sérénité. Donc, on a peut-être, si effectivement Coleman se montre à la hauteur de ce qu'on attend, on aura peut-être un rookie super bien entouré et puis avec un quarterback first class. Donc, j'ai envie d'être optimiste. Très bien. Question de Wadeform 1999 pour Nathieu. C'est pour toi, mon Nathieu. Ah. Oui, alors elle est pour toi parce que je sais que tu as fait une vidéo là-dessus. Donc, comme ça, tu vas pouvoir en profiter pour faire la promo. Quelle équipe a fait la meilleure off-season, free agency et draft? Tu as fait une vidéo sur qui a fait la meilleure draft, je crois, si ma mémoire est bonne. Enfin, mon avis, comme j'ai dit, Voilà, moi, la draft, c'est vrai que quand tu regardes un peu ce qu'on disait avec le Power Ranking, on a tous un peu nos avis dessus. Mais voilà, selon mon ressenti, moi, je trouve celle des Steelers est très, très bien. Enfin, est l'une Donc, des c'est meilleures. Mais après, meilleure c'est selon mon off-season, ressenti. meilleure off-season, tu mettrais Steelers? Ouais, je mettrais les Steelers. Maintenant, est-ce que ça va payer dans la saison? Ça reste à voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la FC Nord, ça va être quelque chose cette année. Oui, et on va teaser sur ceux qui auront le calendrier le plus difficile. Autant vous dire que les 3 qui ont le calendrier le plus difficile, c'est dans l'ordre les Browns, les Ravens et les Steelers. Donc autant vous dire que la FC Nord, ça va être plus que sympathique cette année. Bertrand, toi, sur qui a fait la meilleure off-season, free agency et draft? Qui a fait meilleur off-season, free agency et draft Les Cowboys. J'ai envie de dire les Cowboys. Ils ont vraiment bien Le all-in œuvré des en Cowboys. soi. Le all-in des Cowboys. Ils ont été fantomatiques à la draft, fantomatiques en off-season. Non. Après, moi, là comme ça, je vais pas te mentir, j'ai pas quelque chose qui me vient en tête, mais peut-être Seb, si tu vas plus vite que Seb. moi. Alors, en termes de draft, moi je dirais Chicago parce que c'est quand même difficile de dire que tu as fait une mauvaise draft quand tu prends Rome Odunze et Caleb Williams dès le first round. En termes d'off-season, moi je suis abondé dans le sens de Nathieu. Je suis allé vers Pittsburgh parce que honnêtement, récupérer une prise de guerre comme Patrick Quinn, c'est déjà très fort. Et Russell Wilson qui va jouer pour quasiment un SMIC en plus, c'est son ancienne équipe qui va le payer. Alors là, pour moi, c'est royal. C'est un truc. Peu importe même le rendement qu'il aura, c'est la maison d'en face qui paye. Moi, je trouve que rien que pour ça, c'est très fort. Et puis, si jamais il y a vraiment quelque chose, tu as quand même Justin Fields derrière. Donc, voilà. Et tu as Justin Fields franchement, derrière. c'est En tout plus, bénef. donc, je vois pas comment on peut dire sur la free agency qu'ils sont loupés en termes de densité et de qualité. Là, tu parles d'opportunisme en soi. C'est plus d'opportunisme par rapport à ça. Est-ce qu'après, la mayonnaise va prendre? Oui, mais c'est le business. Non, Oui, mais c'est l'aspect quand même business quelque chose aussi. de costaud aussi. Hein. En plus, enfin, Ouais, bon, moi, voilà. les Bears, pour finir là-dessus, les Bears, ça m'a bien plu au niveau de ce qu'ils ont des choix et même de leur off-season avec Keenan Allen. D'après vous, question d'Antoine Cordier qui nous suit depuis très 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 longtemps, Antoine, et qui je crois, si ma mémoire est bonne, est fan des Saints, donc forcément quelqu'un de bien. D'après vous, quelle équipe va créer de la surprise en se réveillant du fond du trou? Donc une équipe vraiment qui était au fond l'an dernier et qui va cette année aller en playoff. Une Houston qui va nous faire une Houston cette année. Bonne question. Hein. Il me précise Chicago, j'y crois pas du tout. Voilà. Mais vous avez le droit d'y croire. C'est pas interdit. Alors, Ouais, bon Seb. Vas-y. Ouais, Chicago, pourquoi pas, serait intéressant. J'ai envie de mettre une petite pièce sur les Chargers. Je crois beaucoup en l'arrivée de Coach Charbot. Je demande à voir. Les Chargers, vraiment, je demande à voir. Je suis très curieux. Nathieu? Chargers, j'aurais peur que ce soit un peu tôt. Ça va venir, mais ça va se construire. Après, là, moi, il y en aurait deux qui me viennent en tête, et c'est vraiment un ressenti. Ce serait peut-être les Colts et peut-être même les Broncos en surprise, mais vraiment énorme surprise. Là, attention. Hein. C'est juste pour faire plaisir à Vince. Bertrand, oui. Je tente dans ma continuité les Bears, même si l'auditeur, enfin, je vais contre l'auditeur en soi, mais pour le coup, je sais pas, je sens bien le coup des Bears pour moi, je prends les Giants. Ouais, je prends les Giants. Non, mais c'est vrai, pourquoi pas, après tout. Tu vois, tu te dis si ça clique avec le nouveau receveur. Moi, je trouve qu'ils ont fait un bon choix en allant chercher un top receveur. Si ça clique, pourquoi pas, le jeu sera moins dépendant de Saquon Barkley, il y a une ligne qui sera plus efficace des deux côtés du ballon, offensivement, défensivement.
Bon, ils sont dans une division qui est quand même relativement ouverte. C'est pas Avec un calendrier croisé avec la Ils ont NFC un Sud. calendrier... Non, mais c'est vrai, ils ont un calendrier croisé avec la NFC Sud qui donne un avantage dans la NFC aussi, parce qu'on va pas se mentir, la NFC Sud est la division la plus faible de la NFC. Donc voilà, il y a franchement, il y a peut-être moyen de. En plus, c'est l'année du centenaire, non? Oui. Oui, en plus, donc un petit En plus, alignement de planètes, et il y a ça un y petit va. alignement de planètes, pourquoi pas? Allez. Moi, Je t'aime, mon Flav, je t'aime. Ouais, Il y avait une c'est histoire juste comme pour quoi garder ma Arknor, place. ça portait la poisse. Ouais. Non, monsieur, juste pour garder ma place. Alors, ensuite, question, bah tiens, on reste Je me disais que ça ressemblait pas à ce que tu disais en off. Oui, mais ça, il n'y a que le podcast que le chef écoute. Question de Christophe qui nous dit, on reste à New York, que doit-on penser des Jets cette année? Est-ce qu'on en pense du bien des Jets, Bertrand, cette année? Non, structurellement, malheureusement. La même année que l'an dernier, sauf que cette fois, il est censé avoir Aaron Rodgers et plus Zach Wilson. Non, mais structurellement, j'ai toujours l'impression que cette franchise, c'est pas parce que c'est l'autre franchise de New York, et même historiquement, on n'a rien contre cette franchise. Donc je répète bien à tous les fans des Jets, j'ai rien contre cette franchise. Il l'aime pas. On essaie d'être objectif sur tout le monde. Mais simplement, structurellement, ça a toujours été une franchise à réaction. Et j'ai l'impression que ça va encore être une énième saison de la même manière, malgré tout, même avec Garrett Wilson qui peut faire des fulgurances. Je sais pas, je le sens pas de nouveau sur cette année, et malgré le retour d'Aaron Rodgers. En plus, comment il va revenir? Est-ce qu'il est vraiment à fond? Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Oui. Seb, une petite réaction sur les Jets? Il y a des gens qui livrent le chat. Alors, je vais revenir sur ce que j'avais dit, je pense, en début de saison dernière. Un gros point d'interrogation. Alors là, une fois de plus, et plus encore que la saison dernière, bien malin qui pourra dire ce que ça peut donner. Ça peut être une belle réussite, comme ça peut être un échec spectaculaire. Alors ça a été un échec spectaculaire la saison dernière, mais pas exactement pour les raisons... Enfin si, pas comme on l'aurait imaginé. Voilà, la personne visée est la même, mais les raisons ne sont pas forcément celles que j'attendais ou que j'imaginais, pas celles que je souhaitais. En tout cas, donc je reviens là-dessus, vraiment un gros point d'interrogation, et ça peut être une réussite éclatante comme un crash, Jets, vous l'avez, spectaculaire. Les Jets qui vont commencer leur saison chez les 49ers de San Francisco, d'ailleurs. Ça, on a déjà, ça commence mal pour eux. déjà l'info. Oui, mon Bertrand. Et juste un dernier point, c'est en plus quand on voit, par exemple, Alijah Vera Tucker, déjà ses problèmes de blessure, de niveau, etc., de jeu. Mike Williams qui vient renforcer cette équipe, mais avec son passif de blessure aussi. Tout ça au plus Aaron Rodgers qui revient du tendon d'Achille. Ça va être compliqué. Hein. Moi, je vous dis, les Jets seront champions dans 3 ans. Voilà, je vous le dis, parce que comme ça on pourra titrer Jet 27, tu vois, ça va être fantastique, ça va être très bien. Tiens, en parlant des Jets, un petit coucou à tonton Latrell qui lui a eu un heureux événement, puisqu'il y a eu une histoire de mariage, c'est ça mon Mathieu? Exactement, félicitations. Voilà, donc on félicite tonton Latrell s'il nous écoute, et je sais que parfois il nous écoute, donc voilà, félicitations à lui et à son épouse. Autre question de Jeff, alors c'est une question un peu humoristique. Avec la construction du nouveau stade à Jacksonville, est-ce la fin du contrat avec Londres? Alors, il y a un nouveau stade à Jacksonville qui est prévu. On en a parlé la semaine dernière avec les Bears de Chicago, de ces nouveaux stades. Là, cette fois, la ville de Jacksonville a débloqué les fonds. Bonne nouvelle pour Jacksonville, Seb? Il va peut-être falloir maintenant le remplir, le stade. Oui, c'est un petit peu le challenge chez eux, d'autant que en Floride... Ils remplissent mieux à Londres. Ils remplissent mieux à Londres, ben oui, mais ça... Mais disons qu'il y a aussi un écueil, je veux dire, en Floride, si on veut voir du football de qualité, il y a quand même suffisamment d'équipes universitaires qui déboîtent, et dont les places sont nettement moins chères, si on est fan de foot. Oui, pour eux, le challenge, c'est de trouver leur public, mais il y a un moyen très simple pour une équipe de NFL de trouver son public, c'est de gagner des matchs. Enfin, très simple, façon de parler, hein, il y en a pour qui c'est plus compliqué que d'autres. S'ils font ça, ils vont le remplir, mais
si malheureusement ils continuent de se trouver dans cette espèce de ventre mou stagnant dans lequel ils sont, et surtout à décevoir les espoirs qui ont été placés en eux. On avait de très gros espoirs sur les Jaguars la saison dernière. Ça va être compliqué. Mathieu. Sinon, agrandir la piscine pendant la construction. Peut-être que là, effectivement, ça va attirer plus de monde, ça va permettre de... Avec son petit pull marine. Avec son petit pull marine. Tu m'as coupé la piscine de 60 000 places. Une piscine à 60 000 places, parfait. Ça laisse 20 000 sièges. Moi, je pense que ça devrait le faire. Alors là, le premier stade aquatique, mais des gens noyés. J'allais dire, du moment qu'il y a la piscine dans le nouveau stade, c'est tout ce qui sera important. Parce que la mettre à Londres, il fait un petit peu frais, je pense. Donc... Ouais, c'est pas faux. Là, ça va être compliqué. Mais honnêtement, là-bas, tu fais un stade où toutes les places, c'est une grande piscine géante. Moi, je suis sûr qu'ils remplissent. Il y a Mohamed qui nous dit à quand la NFL en France? Alors, c'est un vieux marronnier, la NFL en France. On a déjà eu droit à la NBA, on a la WWE qui a fait un show. Seb, tu me confirmeras, toi, le fan de catch, à Lyon, je crois, Oui, il y a 2 semaines. Il y a la NCAA basket aussi qui s'est diffusée un peu partout. Est-ce que la NFL en France, c'est pour bientôt? Alors, pour bientôt, dans l'immédiat, je pense que ce sera pas pour tout de suite. Il y a déjà Madrid 2025. À mon avis, la France va falloir attendre encore au moins 2 ou 3 ans. Ouais, il va falloir attendre un petit peu. Je ne pense pas que la France soit un marché prioritaire pour la NFL. Il est normal qu'ils aient visé en premier l'Angleterre parce qu'il y a une langue commune, puis l'Allemagne parce que le foot américain est très, très populaire en Allemagne, parce que l'Allemagne, ça a été un pays occupé par les Américains, et donc que le foot y est présent depuis très, très longtemps sous diverses formes. Alors, je dirais que tout est possible. Moi, depuis le temps que je suis le foot, moi, je vous le rappelle, je suis un vieux, ça va faire 30 ans que je suis cette affaire. Notamment quand il y avait eu les premières velléités de Ligue Pro en Europe avec la World League qui était les prémices de la NFL Europe, on entendait déjà parler d'une franchise française qui s'appellerait les Mousquetaires. Bon, c'est arrivé, pas vers la NFL, il y a une équipe pro à Paris qui s'appelle les Mousquetaires. Attendu 30 ans, mais c'est arrivé. La NFL en France, je dirais, c'est pas pour demain. C'est un petit peu improbable, mais c'est pas impossible. Bertrand, même idée? Moi, plutôt, pas pour maintenant, mais dans l'idée que dans l'expansion qu'on voit au fur et à mesure, ce qu'annonce Roger Goodell, là, on est passé au Brésil, puis après, pour un match, bien sûr, mais après pour un Madrid, et puis voilà, et puis je me dis que inévitablement, la France reste un pays fort mondialement, économiquement, et qu'inévitablement, ça va y aller aussi. Donc, comme je te disais, je faisais signe tout à l'heure, je pense que dans 3 ans, on devrait y être. Mathieu, c'est toi qui donneras le coup d'envoi du premier match NFL en France? Oui, mais je pense pas. Mais ce serait beau, ce serait génial. Ouais, ça serait beau. Juste le toast, c'est clac. Mais moi, je pense aussi, voilà. Ce sera avec les Saints, alors tu pourrais m'inviter quand même. Attends, il faudrait déjà que je sois invité. C'est les Saints qui ont les droits commerciaux en France. De toute façon, je pense que s'il y a un match en France, ce sera forcément un match des Saints. Ça, il n'y a pas photo. Après, oui, dans les 3 ans, ça semble possible. En plus, voilà, la France, c'est le carrefour de l'Europe. Donc, même s'ils avaient peur une seule seconde de remplir le stade, tu as quand même tous les pays voisins qui seront là pour le faire. Donc ça, c'est pas un problème. Ensuite, c'est où ça se jouerait aussi. Ce sera Paris. Paris, il n'y a pas photo en Stade de France. Ou dans le nouveau Parc des Princes, s'il y a un nouveau. Voilà, mais après, moi, je pense, de toute façon, le seul truc qui pourra faire accélérer ça, en fait, c'est l'engouement en France du football américain. Ça, il n'y a pas photo. Quand M6, Bein, tout ça, t'apprends des chiffres monstrueux, là, oui, tout d'un coup, la NFL va dire, ouais, on va peut-être se dépêcher, là, parce qu'effectivement, il y a un énorme intérêt en France, et du coup, un énorme marché. Voilà. Et c'est pour ça que Mathieu est extrêmement important pour voir la NFL en France, puisqu'il participe. À son échelle, mais tous, même ceux qui sont sur Twitter, sur Facebook, The Free Agent, vous participez et les autres tous influenceurs, tous ensemble, on peut faire quelque chose d'énorme. Voilà, donc continuons à monter le foot US en France. Une petite question de Juanito.
O, parce qu'il y a plusieurs O. OBJ et Miami, est-ce vraiment un bon choix? Alors, on en a parlé. Je t'invite à écouter le podcast de la semaine dernière parce qu'on a fait une longue partie dessus. Mais je vais quand même prendre l'avis de Mathieu, puisqu'il n'était pas là la semaine dernière. Même Bertrand, si tu veux réagir sur OBJ, parce que toi, tu le connais bien. C'est un de tes copains. OBJ, Miami, ça te. Je crois qu'il pleure encore sur la photo d'OBJ. Ouais, c'est ça. Tant qu'il fait que pleurer, ça va. Pourquoi Mathieu, Mathieu, OBJ à Miami, ça t'inspire quoi? Pour moi, OBJ, depuis les Ravens, c'est ce que j'appelle un épouvantail. Façon de parler. Attention, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant. C'est il y a de grands morts. Oui, bah. Non, mais je veux dire, c'est sûr qu'on n'a plus l'OBJ d'avant qui va faire des grosses performances. Il fait des performances correctes. C'est pas ce qui va inquiéter les défenses, mais elles auront toujours un œil sur lui. Ce qui fait que ça va créer une ouverture. Donc tant qu'il sera là, c'est sûr que ça sera peut-être pas lui qui va te faire les plus gros jeux, mais en tout cas, il va dissiper un peu la défense. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Bertrand? En complément de ce que Nathieu a dit, et que je pense la même chose, c'est en plus le fait qu'il reste un personnage médiatique, il fait vendre des maillots d'office. Les Dolphins se sont mis dessus parce qu'ils ont vu tout cet ensemble-là, plus une troisième menace où ils vont garder un œil dessus. On est sur le marché de Miami, qui culturellement très éclectique au niveau de la diversité des communautés. Il est vraiment dans son élément. À Miami, là, il est au top de l'endroit où il fallait. Il y a des bateaux. Il y a des bateaux, donc tout va bien. Donc non, pour lui, et je pense que c'est un bon apport aussi parce qu'il va se fondre. Il est plus dans le fait d'être le receveur numéro 1 star. Il est dans le fait je vais être dans une équipe qui peut gagner le Super Bowl et je viens être une menace supplémentaire. Et il est déjà dans cet état d'esprit-là, en tout cas. La dernière remarque, parce que c'est pas une question de notre ami Rochi84, Nico, qui dit à notre boss, à Charles, tu as un super pull des Seahawks. Et c'est vrai. Voilà, notre boss est toujours très bien habillé, sachez-le. Il a toujours des pulls et voilà. Le petit polo qui va bien. Le petit polo qui va bien, voilà. Donc voilà, nous lui transmettrons évidemment. Beaucoup de café aussi. Nous lui transmettrons tes félicitations pour ce pull de choix qu'il a pu réaliser le matin devant sa penderie. On parle rapidement des résultats de la CEFL parce qu'il y a eu quand même des matchs. Il n'y a pas eu de D1 Elite cette semaine, mais il y a eu des matchs de Coupe d'Europe avec le Flash de la Courneuve qui s'est qualifié face à Stockholm. Ça a été tendu. Tendu. Ils menaient 28-0 tout tranquillement, nos amis du Flash. Et puis voilà, patatras, que nos amis suédois ont égalisé, sont revenus à 1 point à 6 secondes de la fin. Ils ont tenté une conversion à 2 points qui n'a pas réussi. Et donc, ils sont repartis avec la défaite et sont donc éliminés. Le Flash de la Courneuve qui affrontera les Calanda Broncos en demi-finale. Ce sera le 1er juin de cette Coupe d'Europe CEFL. Et qui vont affronter ensuite, s'ils se qualifient, le vainqueur des demi-finales dans lequel on va retrouver les Black Panthers de Thonon-les-Bains. On peut avoir une deuxième finale franco-française en 2 ans en Coupe d'Europe CEFL. L'an dernier, le Flash avait battu les Black Panthers en finale. Cette année, on a nos 2 clubs français en demi-finale et dans une demi-finale différente. Donc, on peut encore avoir une finale 100% française. C'est pas mal. Ça montre bien que nos Français ont du talent. Et voilà, tout à fait. Et les 2 vont recevoir, donc ce sera au Flash de la Courneuve le 1er juin et à Thonon-les-Bains au stade Moina de Thonon-les-Bains le 1er juin aussi. On vous donnera toutes les infos sur les heures, les liens de diffusion. Mais si vous êtes dans la région de Thonon-les-Bains ou dans la région parisienne, n'hésitez pas à aller voir directement dans le stade parce que c'est quand même là qu'on vit de mieux. Mon Mathieu, toi qui es allé chez les Grizzlies catalans, c'est quand même bien d'aller dans le stade pour supporter nos clubs français. Ah mais totalement, c'est une super ambiance, faut y aller, il faut pas penser que oui mais c'est pas comme la NFL, machin, comme le LF avec les Paris Mousquetaires. Il faut y aller, il y a des gens, des bénévoles qui travaillent dur pour vraiment vous faire vivre le moment et tout, donc profitez-en quoi. Voilà. Profitez-en. En plus, vous aider ces clubs à se développer, même en 3e division, 2e division, tout ça, votre présence est importante.
Voilà, tout à fait. Et la D1 Elite reprendra cette semaine, la 9e journée de D1 Elite, l'avant-dernière journée. Les duels de la semaine, alors là c'est de tête, parce que j'ai pas la fiche sous les yeux. C'est les Molosses d'Asnières-sur-Seine qui vont jouer contre les Cougars. On aura les Black Panthers qui vont recevoir les Léopards de Rouen. Dans la conférence sud, les Argonautes reçoivent les Blue Stars de Marseille. Les Dauphins de Nice reçoivent les Ours de Toulouse. Et l'Iron Mask de Cannes reçoit les Grizzlies catalans. Voilà pour les duels de ce samedi et de ce dimanche. J'en viens à parler rapidement de l'ELF, puisque l'ELF revient dans 10 jours, et c'est là la petite surprise. La semaine prochaine, vous n'aurez pas un, mais 2 podcasts de Tailgate, puisque vous aurez bien évidemment le podcast NFL du mercredi, mais vous aurez aussi un podcast juste avant, en début de semaine, avec mon Mathieu qui est là et qui reviendra nous parler de la saison des Mousquetaires. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette saison qui s'annonce plutôt sympathique, hein, mon cher Mathieu? On va pas spoiler quand même. On va pas spoiler, mais ça s'annonce plutôt tout pas défoncer. mal. Ça s'annonce plutôt pas mal. Donc on aura Mathieu, on aura aussi quelqu'un du groupe de supporters des Mousquetaires. Normalement, c'est Steven qui vient avec nous. Compagnie. On aura aussi la personne qui gère Spring Football News sur X, qui viendra nous rejoindre pour nous donner son expertise sur le LF et sur les Paris Mousquetaires. Donc voilà, et on aura normalement Kevin aussi, qui tient le compte Mousquetaires France, ou enfin le ELF Mousquetaires, le compte des supporters sur X des Mousquetaires de Paris. Voilà pour le programme. Ça, ce sera en début de semaine prochaine, évidemment, mercredi prochain. Pour vous, jeudi, on se retrouvera et on parlera très probablement des Lions de Détroit. Ça va être passionnant. Hein, mon Seb, tu préfères les Lions aux Bears? Je préfère les Lions aux Bears. Fais-toi des amis. Voilà. Mais je suis là pour ça, pour me faire des amis. Je ne fais que ça, d'ailleurs. Voilà. C'est le moment. À moins que l'actualité nous ait rattrapé avec un sujet, une bombe qui serait tombée. Par exemple, Justin Jefferson qui aurait décidé de quitter Minnesota. Quelque chose comme ça. Ah, bah là, vous devrez faire une émission spéciale. Hein, voilà. Mais on fait le running gag depuis. On fait un direct dès que c'est annoncé, avec le bandeau Breaking News, etc. Nous avons envoyé Sébastien au Minnesota pour notre moment. Tout à fait, Patrick. Alors, Sébastien, vos impressions? Ça caille. Ok, merci Sébastien. Je suis actuellement dans le centre de rétention du Minnesota. Et on s'attend à voir sortir Justin Jefferson d'un instant à l'autre. Ça va être absolument génial. Avec des petits flocons de neige qui lui tombent sur la tête. Sur la tête. Et quand il va le voir, il va lui poser la question, il va se prendre un gros vent d'un autre monde. Justin, how do you feel after this awful detention, please? Il me dit qu'il a un ami dans la salle. Ah non, il parle de Jésus, en fait. Bref, Nelson, est-ce que vous pouvez nous traduire? Je lui demandais s'il était heureux de revenir en France. Are you going to sign with the Paris Mousquetaires, my dear Justin? Non, on peut faire un truc. On va faire un truc, oui, ça c'est sûr. J'achète. On ouvre une cagnotte litchi, il faut le faire. On a vraiment, franchement, faut que je dise à Charles d'arrêter de monétiser quoi que ce soit sur quelques réseaux sociaux que ce soit, et qu'on se lance dans la production de répondeurs, hein, parce que vraiment, entre Yaya et Patrick Mahomes et Seb qui peut nous faire Philippe Manœuvre et Nelson Montfort, on a quand même du talent, quoi. Il y a pas financé PFA pendant des années. Hein. Ça peut. Alors, je peux te dire que on serait arrivé il y a 15 ans où c'était appel 893 212 pour avoir un répondeur. Je peux te dire qu'on serait riche. Bon, les copains, trêve de bêtises. Merci beaucoup, Seb. Merci, Bertrand. On espère que vous avez passé un très, très bon moment. Et évidemment, merci à toi, mon Mathieu. On te retrouve sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, surtout, mais surtout sur Instagram et TikTok avec toutes tes vidéos pour nous expliquer, notamment, allez surtout, enfin, vous pouvez regarder toutes les vidéos, mais les vidéos qui expliquent les noms de logos, les logos des franchises et tout, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, allez jeter un œil sur le compte de Mathieu si vous ne connaissez pas. Mais est-il possible encore de ne pas connaître Mathieu Van Boll? Je ne sais même pas. Toujours dans l'exagération. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir d'être là avec vous et c'est toujours un plaisir. Voilà. Et tu reviens donc la semaine prochaine pour parler des Mousquetaires. Et effectivement. Voilà. Sors ton épée. C'est sympa, on aime bien venir. Sors ton épée, Mousquetaire. Nous y voilà. Allez, bonne semaine à tous. Salut tout le monde. Ciao, bye. Ciao, bye bye.